Donc 13 décembre 2017, entretien avec Madame Geneviève Magellan, cadre de santé de l'EPSM de la Vallée de l'Arve, en retraite. Madame Magellan, est-ce que vous pouvez nous dire dans quelles circonstances vous avez été recrutée par l'EPSM de la Vallée de l'Arve? Oui, tout à fait. J'étais infirmière à Novillard dans le Doubs. Et j'avais entendu parler qu'il y avait un hôpital en Haute-Savoie qui allait ouvrir. Donc, avec mon mari qui était infirmier aussi, on est venu à Annecy un jour, à la DAS. Là, on nous a reçus, on nous a renvoyés à Bonneville, au centre médico-psychologique où le docteur Darro exerçait déjà. On l'a rencontré et voilà, on est reparti avec des échanges plutôt positif. Et le docteur Darro nous a écrit quelques mois après en nous demandant de demander notre mutation, voilà, pour septembre 75. Donc la date prévue de recrutement était en septembre 75. Voilà. Cet entretien dont vous devez nous parler, il a eu lieu quand? Quelques mois avant? C'était en 74, en 1974. Vous vouliez quitter votre département d'origine? Oui. Pour des raisons personnelles? Personnelles, oui. Par rapport à un fils qui faisait des bronchites asthmatiformes, on s'est dit les Alpes, pourquoi pas. Voilà. D'accord, très bien. Et donc, l'entretien principal a eu lieu avec le docteur Darro. Oui. Quelle fonction est-ce qu'il occupait, le docteur Darro? Il était médecin psychiatre. C'est lui qui avait en charge de suivre la construction de l'hôpital, puisqu'il était là depuis 1973. Et lui, il exerçait au CMP, puisqu'il n'y avait pas d'hôpital. Et au CMP, il était salarié du CHS de Bassin, il était salarié de la DAS, il était salarié de qui? J'aurais envie de dire de la DAS, mais à vérifier quand même. Et vous-même, quand vous avez été recruté, vous avez été recruté par qui? Par la maison de retraite de Régnier. Là, le docteur Darro nous avait écrit en nous disant d'envoyer notre candidature, de faire les papiers administratifs à la maison de retraite de Régnier. Où le directeur, c'était M. Albert, qui était directeur. Et c'est lui, donc, qui nous a recrutés pour l'unité de soins spécialisée de La Roche. Parce qu'à l'époque, c'était USS, unité de soins spécialisée. Et vous étiez les premiers infirmiers recrutés ou à votre connaissance, il y en avait eu d'autres avant? Il y avait deux infirmiers qui travaillaient au CMP, de Bonneville. Madame Colliquet, Monsieur Gérard Morel-Chevillier, qui étaient déjà en place, qui travaillaient sur le secteur. Et sinon, moi, on était 11 infirmiers arrivés le 1er septembre. On était 11, la première fournée, entre guillemets. Et donc ces 11 infirmiers, ils venaient de... Alors il y en avait 4 qui venaient de Besançon, dont moi, 2 couples. Il y en avait un qui venait de Lyon, le Vinatier. Il y en avait 2 qui venaient du Havre, parce qu'il faut savoir que le docteur Darro avait travaillé au Havre, donc il avait, fait venir, entre guillemets... Les infirmiers qui l'appréciaient. Et puis il y en avait une qui venait de Paris. Et on a 11. Oui. Ah ben oui, porte d'Orient, parce qu'il y avait un couple aussi, Dinet, je ne sais pas si vous l'avez connu, mais peut-être pas, qui venait, eux, de Chalon-sur-Saône. Alors peut-être qu'ils étaient dans le deuxième, parce qu'au mois d'octobre, il y a eu une deuxième vague, un deuxième recrutement. D'accord. Une deuxième vague de combien de personnes? À peu près 6 ou 8, là, ouais. De sorte qu'en 2 mois, on avait une équipe. D'accord. Et il y avait des infirmiers, est-ce qu'il y avait des psychologues par exemple? Au départ, non. Il y a eu 2 parce que l'ouverture proprement dite a été le 17 novembre. Les premiers patients ont été hospitalisés le 17 novembre. Ça, c'est des dates. Voilà.
17 novembre 74, d'accord. 75. Ah, 75. Donc nous, du 1er septembre au 17 novembre, on a préparé l'ouverture. On a confronté nos idées, on a beaucoup échangé, beaucoup, il y a eu d'ailleurs, c'était assez unique comme époque parce que il y en a qui ne supportaient pas, il n'y avait pas de patients, ils ne supportaient pas discuter de comment on allait faire, mais sans savoir comment, quand est-ce que ce serait et tout. Ça a été une période, ouais. Et c'était une discussion entre les infirmiers et le docteur Darro Oui. sur le projet et les modalités Voilà. de fonctionnement. Voilà, et puis aussi entre infirmiers, on faisait notre salade, comment on allait travailler, le planning, parce qu'on avait tous des expériences différentes. Alors on comparait, on disait oui mais ça c'est mieux, ça. Alors voilà, on a travaillé là-dessus des heures et des heures. Et comme ça commençait à être long, Monsieur Beto, qui était le cadre le surveillant-chef, a proposé qu'on aille se présenter dans les hôpitaux et institutions environnantes avec lesquels on serait amené à travailler. C'est comme ça qu'il y en a qui sont allés à la maison de retraite André Le Temps, à l'hôpital de Bonneville, à l'hôpital d'Annemasse, dans des écoles, à la MJC. Enfin, on s'est présenté, on appelait ça des stages, oui, on allait une semaine, voilà, pour se présenter, parler un peu de la psychiatrie. Donc pendant cette période, vous avez commencé par élaborer le projet entre les infirmiers et le médecin. Ensuite, vous êtes allé vous présenter dans les institutions avec lesquelles vous en seriez amené voilà, à pour nous travailler. faire connaître, parce qu'on savait quand même, il y avait beaucoup d'appréhension tant dans la population rochoise, on n'était pas franchement les bienvenus. Ils avaient peur de la psychiatrie, et puis on venait, c'était quand même à une période où le chômage commençait à pointer, et la population avait cru que l'hôpital allait apporter beaucoup d'emplois. Et quand ils ont vu qu'on arrivait tous un peu de partout, et que ce n'était pas des recrutements et que ce n'était locaux. pas des recrutements locaux, voilà. Donc il a fallu un peu de temps, et donc ça s'est résorbé, puisque l'année d'après, il y a eu l'école. Et là, on a recruté des gens d'ici, pour la Donc plupart. en 1976, la création de l'école Ouais, d'infirmiers. ouais. Donc il y a eu des recrutements locaux parmi les Oui. futurs Ah infirmiers. oui, là, il y a eu Claudine Co, qui faisait partie de la première année. Il y a eu des gens d'ici, hein, beaucoup. D'accord. Et puis il y avait des... Et c'est des infirmiers. gens qui avaient la vocation, qui avaient un intérêt pour le métier, ou ils Ah ben, avaient pour la juste plupart. spécialisé du travail sur place? Non, quand même, non, à l'époque, c'était quand même des gens qui étaient intéressés par la profession. Et puis, on a aussi accueilli des deuxièmes années qui avaient été formés à Chambéry, puisque... Vous avez accueilli alors d'abord des élèves infirmiers de première année recrutés pour certains qui venaient donc localement, en deuxième... Oui, et d'autres et des deuxième années qui venaient de Bassins, qui avaient fait leur première année à Bassins, en vue de venir, qui étaient recrutés par le département de la Haute-Savoie, D'accord. comme moi j'avais fait. Donc les élèves étaient rémunérés à cette Oui. époque. Et ils faisaient partie des équipes, D'accord. ils étaient en équipe. Donc ils étaient en plus des Des personnels infirmiers, que vous voilà, avez évoqués ouais. tout à l'heure. Et ils étaient détachés quand il y avait les cours. D'accord. Qui est-ce qui était responsable de l'école? Il y avait des... Alors c'était deux infirmiers, il y avait une dénommée Madame Landais et il y avait Jean Jacquet. C'était deux infirmiers qui n'étaient pas intégrés à l'équipe ou ils l'étaient? Alors eux, ils ont été détachés. Non. Au début, oui, ils ont monté, mais ils n'avaient pas de diplôme particulier, ils étaient intéressés par, voilà. Formation. Et ils étaient deux. D'accord, donc deux moniteurs de l'école qui étaient des infirmiers qui se consacraient totalement à ça, quoi. Vous avez en tête combien de temps cette école a duré et quand elle s'est arrêtée? Je dirais dans les années 90, mais j'en suis pas sûre, il faudra le vérifier. Donc à l'époque, les écoles d'infirmiers psy délivraient un diplôme particulier. Oui, ISP, on Spécifique. était infirmiers en soins psychiatriques. D'accord.
D'accord. Parce qu'au début, moi j'ai fait 2 ans, après il est passé à 3 ans le diplôme. Alors c'est pareil, les dates. Donc, 2 ans quand vous aviez fait Moi, votre quand je l'ai formation, passé, mais et moi, j'ai 3 passé- ans ensuite. Ouais. En 60, ça a été assez rapide qu'il passe à 3 ans. Et les infirmiers, après, donc, ont été détachés des équipes. Ensuite, ils n'étaient plus intégrés. Ils aux n'étaient plus équipes. intégrés dans les équipes dans les années 80. Et en dehors des 2 moniteurs, il y avait des intervenants psychiatres ou Oui, ou les médecins somaticiens. venaient donner des cours. De l'extérieur, un peu aussi. Mais les médecins, oui, donnaient des cours. Donc les Non, médecins de de l'EPSM l'EPSM, ouais. assuraient la formation clinique, quoi, psychiatrique. Voilà. Et sur les soins somatiques, il y avait des intervenants. À l'époque, Pas non. beaucoup. D'accord, non. Non. Très bien. Et les élèves, ils faisaient des stages uniquement dans les services de l'EPSM Ouais. ou ils Au allaient... début, oui. Après, ils ont été envoyés dans les hôpitaux généraux. Et cette école, les locaux se trouvaient où? Dans le PSM, ils étaient à la... où il y a eu après des salles de réunion au rez-de-chaussée. Vous vous souvenez, tout au bout là-bas? Où il y avait, à la fin, c'était quoi? C'était des bureaux, j'imagine. Les bureaux, oui. Mais parce qu'à l'origine, il devait y avoir une unité de soins au rez-de-chaussée, en plus des 6 unités qui étaient dispatchées sur 2 niveaux et sur 3 Deux par deux superposés, voilà, quoi. superposés. Et il devait y avoir une unité Sectoriel. intersectorielle en bas. Et c'est là qu'il y avait l'école, parce qu'en fait, elle n'a jamais vu le jour. Cette unité intersectorielle. D'accord. Et les bureaux administratifs, ils se trouvaient où? Alors, les bureaux administratifs, ils étaient où ils étaient après, quand vous êtes arrivés, sauf qu'il n'y avait pas l'extension. C'était tout condensé là. Dans cette zone qui était prévue initialement pour une unité intersectorielle. Non, Non, d'accord. parce que l'unité elle était au bout, il y avait la lingerie, enfin, mais vous ne l'avez peut-être pas connue là. Au bout du bâtiment, à gauche, et l'administration était quand on arrivait à l'hôpital, sur le bâtiment qui était à droite là. Parce que ça faisait un angle. Oui, le bâtiment était en L. En L. Donc au bout du L, là, il y avait l'école et donc des bureaux, etc. Et l'administration était là, mais il y avait quoi? 4 bureaux à l'époque. Il y avait le directeur, il y avait l'économe, le bureau du personnel. Il y a un secrétariat peut-être. Un secrétariat qui était, oui, à côté du bureau du directeur. Puis c'était à peu près tout. Il y avait 5 bureaux. Et le directeur, justement, il a pris ses fonctions à l'ouverture. Il y a eu un directeur nommé à l'ouverture. Alors, il y avait quelqu'un qui devait effectivement, qui était responsable qui travaillait à Régnier et qui avait été nommé responsable, monsieur Dutruel. Et un monsieur jeune, dynamique, qui paraissait très intéressé par la psychiatrie. Malheureusement, au bout de 3 semaines, il a eu un AVC, il est mort. Alors ça a commencé comme ça. Donc après, on a eu une dénommée Madame Bagnéris, qui avait été propulsée par la DAS, qui était, je crois, assistante sociale de formation, mais qui connaissait rien en psychiatrie, qui n'avait jamais géré, alors ça avait été un peu compliqué. Et donc après a été nommé le premier directeur, alors je crois que c'était monsieur Roland, qui lui était directeur. Parce que sinon c'était des intérims. Madame Bagnéris, elle faisait un intérim, monsieur Dutruel aussi, mais lui je pense qu'il visait le poste de direction. Mais bon, malheureusement, voilà. Donc il avait ses bureaux, lui, à la maison de retraite de Régnier. Oui, il venait. Alors bon, il y avait un bureau, hein, il pouvait quand même s'installer. Il venait tous les jours. Ou d'ailleurs, quand vous êtes arrivé, il y avait déjà le...
je sais plus. Enfin, peu importe. Ouais. Donc il y a eu 2 directeurs intérimaires, le premier qui est décédé au bout de quelques semaines, la seconde qui est restée plus longtemps, et donc le premier directeur était le premier directeur réel était monsieur Roland, Ouais. qui a été nommé à peu près quelle époque? C'est peut-être... avant 80, de toute façon. Voilà. Ouais. Donc j'imagine que l'établissement a été érigé en établissement autonome de la maison de retraite, enfin indépendant de la maison de retraite. À partir de ce moment-là. En 1978, donc ça doit être à ce moment-là. Ouais. Donc de 75 à 78, il y a eu des directeurs intérimaires en somme. Oui. Et le directeur... C'était Régnier, hein. D'accord, donc c'était le directeur de Régnier officiellement Monsieur Albert, qui était le directeur. Et il y avait des responsables voilà, détachés à la fonction d'encadrement du futur PSL. Les patients, alors, comment ils ont été choisis, comment ils sont arrivés? Alors, comme il y avait un suivi quand même en CMP, et il y avait des patients qui étaient maintenus des fois à bout de bras, qui auraient nécessité une hospitalisation, mais bon, on ne voulait pas sans arrêt les envoyer à bassin, donc l'ouverture étant proche, les infirmiers, parce que nous, pendant les 2 mois aussi, on allait aussi avec les 2 infirmiers dont je vous ai parlé du secteur, on a commencé aussi à aller un peu en VAD avec eux, enfin voilà. Le CNP, il était à Bonneville. À Bonneville. Il n'y avait pas de structure à Annemasse, par exemple. Non, parce qu'au Annemasse, ils ont ouvert après, je crois. Ouais. Parce qu'au départ, on n'a ouvert qu'une unité, puis après une deuxième, il y a eu 2 secteurs, puis le 3e après, ça s'est fait de manière très échelonnée. Donc les premiers, c'était d'ailleurs un peu épique parce que on avait donc mis en place les équipes soignantes en horaire 3-8 et on voyait beaucoup de patients qui arrivaient avec une valise et qui repartaient. Il y en a plein qui pensaient qu'ils allaient être hospitalisés, mais en fait ils n'étaient pas hospitalisés. Donc ils venaient pour une consultation, ils venaient, je pense qu'il y en a qui auraient voulu être hospitalisés. Et puis, ils n'y étaient pas forcément. Donc, mais les premiers ont été hospitalisés le 17 novembre, mais ils venaient de chez eux, ils ne venaient pas de bassin. Bassin, ça s'est fait au compte-gouttes après. Donc, il y avait eu des accords comme quoi il ne fallait pas les envoyer en car comme ça, comme moi, ce que j'avais pu connaître à Besançon. Et donc, ils venaient par 2 ou 3. En voiture, accompagnés par des infirmiers, on avait fait connaissance avant, on est allé les voir. Enfin, ça s'est fait de façon très satisfaisante, les transferts de patients de bassin. Et très vite, l'unité de 25 a été remplie. Hein. Alors, il y a eu donc une première unité de 25. Où il y avait autant les gens d'Annemasse que les gens de la vallée de l'Arve, parce qu'au départ, c'était Annemasse-Vallée de l'Arve. C'est qu'après qu'il y a eu scission, Vallée de l'Arve, moyenne et haute. Et les patients qui résidaient à Annecy, ils étaient dans un autre circuit. Ah bah oui, c'était Sénaux. Sénaux avait déjà ouvert aussi? Ils ont ouvert à peu près en même temps que nous, oui. Et les lits psychiatrie autonomes, c'est aussi à la même période? Dans les mêmes périodes. À vérifier peut-être pour Tonon, mais Sénaux, oui. D'accord. Parmi les patients qui ont été transférés de bassin, c'était des patients qui avaient des attaches familiales ou un domicile dans notre secteur? Originaires de Haute-Savoie, oui, oui. D'accord. Ils étaient envoyés à bassin parce qu'il n'y avait pas de structure pour les accueillir, hormis des cliniques privées, clinique Regina. Mais tout ce qui était qui relevait du public, ils allaient à bassin. Et on a tenu compte des pathologies, par exemple, est-ce que les patients très chroniques, très anciens, avec des pathologies très lourdes, ont été transférés à l'EPSM, ou est-ce qu'il y en a qui sont restés à bassin? Non. Non. Tous ceux qui avaient un domicile ou des attaches sont revenus sur la Haute-Savoie, quelle que soit leur pathologie. Ouais. D'accord. Et cette unité, elle était mixte dès le départ, hommes et femmes? Oui. Ça, c'était une originalité, non? Il y avait beaucoup d'hôpitaux historiques qui avaient des unités hommes et des unités femmes séparées. Oui, moi je venais d'un hôpital où c'était comme ça, mais là, non, volontairement. De toute façon, il n'y a qu'une unité qui a ouvert.
Et puis c'est vrai que bon, le docteur Darro était dans une veine de psychothérapie institutionnelle et de voilà, il était très jeune. Non, donc ça s'est discuté bon, dans la période où vous nous avez expliqué tout à l'heure que vous discutiez entre vous du projet, donc il a été décidé d'avoir des unités mixtes. Mixtes, et puis pareil, de ne pas, ça c'est bon, de ne pas cloisonner même au niveau des pathologies. D'accueillir tous les patients, voilà, quelle que soit leur pathologie, dans la même unité, c'était pas le. Voilà. D'accord. À l'époque, c'était cette philosophie de soins qu'on avait adoptée. Alors, il y en a qui étaient plus ou moins d'accord, des fois. Donc, parmi les soignants, il y a eu des désaccords sur cette question-là. Il y en a qui étaient un peu plus réticents, d'autres, voilà. À la mixité ou oui, à la mixité, peut-être plus par rapport aux pathologies. D'accord. Et sinon, la psychothérapie institutionnelle que vous évoquiez, ça se traduisait comment dans on n'était pas 12, on faisait des activités. Alors, par exemple, on avait créé l'amicale des patients. Et je me souviens, tous les mois, on faisait on réunissait les patients, on faisait l'élection du président de l'amicale. Tout était en commun. On faisait des repas dans l'unité. La secrétaire venait avec son tablier nous faire le docteur Darro. On faisait des repas pour tout le monde. Voilà, toute l'ergothérapie. On n'avait pas d'ergothérapeute au départ, c'était des infirmiers qui s'étaient proposés. Voilà, c'était vraiment une communauté. Enfin, c'était. Alors, bien sûr, moi j'avais connu une psychiatrie qui avait un peu cette tendance, mais quand même moins. Et c'est vrai que c'était intéressant. Sauf que pour que ça marche, il faut quand même beaucoup de personnel. Donc, c'est une des modalités qui visait à faire participer les patients à la vie de l'établissement. Ouais. Et qu'ils soient représentés, qu'ils donnent leur avis, Et alors c'est pareil, tout était ouvert. Et ils allaient en ville, accompagnés ou pas, suivant. Alors bon, après, c'est vrai que tout ce qui était... qui peut paraître maintenant utopique, qui ne l'était pas à l'époque, mais ça a été très vite... on a été un peu dépassé, quoi. Dépassé parce qu'il y a eu des incidents. Il y a eu quelques incidents. Il y a des patients qui sont allés faire un peu de chambard en ville, qui sont alcoolisés, voilà. Et puis, je pense qu'il y a eu quand même aussi, une espèce de crainte de certains infirmiers qui se sentaient en danger, parce que c'est vrai que c'est plus facile d'être un peu rigide, enfin, d'avoir des protocoles et que d'être comme ça dans une mouvance parce qu'il faut prendre des fois des initiatives, c'est de notre sort, ça ne l'est pas, enfin. Donc, au bout de quelques années, oui, on s'est essoufflé, quoi, un peu. Au bout de quelques années, c'est de l'ordre de combien? Je dirais 5 ans. Entre 5 et 10 ans, quoi. Parce que dans les années 80, parce que même nous, surveillants, on voulait pas. Moi, j'avais été nommée coordinatrice, parce que d'abord, je ne pouvais pas être surveillante, j'avais pas assez d'années de diplôme. Et. Par rapport au surveillant-chef que vous avez évoqué. On avait un surveillant-chef. Lui, il était surveillant-chef. Il était surveillant en titre, et il est venu ici en tant que surveillant-chef. Mais nous, moi j'ai été la première. Alors on était 2 par unité, mais on était en équipe avec les infirmiers. On ne se démarquait pas du tout. Nous, on ne se démarquait pas des infirmiers, les infirmiers ne se démarquaient pas des malades. Enfin, je schématise un peu, mais c'était... Et puis après, ça a fonctionné, je vous dis. Et puis, il y a eu un essoufflement, des difficultés qui sont apparues. On a dit non, mais... il faut qu'on soit plus clair, voilà, il faut qu'on soit plus clair. Qu'est-ce que j'ai pu entendre, cette réflexion?
Et puis je crois que quelque part, on a peut-être scié la branche sur laquelle on était assis. Mais bon, ça c'est personnel. En étant extrême. En étant pas extrême, non, pas extrême, mais on n'arrivait plus à soutenir cette volonté d'être, plus près du patient, quoi. Et est-ce que c'est né par exemple, d'intervention de la mairie, ou de la gendarmerie ou du préfet Non. C'était une évolution interne. Oui, c'était interne. Non, on n'a jamais eu Bon, il y a eu des incidents qui n'étaient pas catastrophiques. Hein. Non, ça a plus été un mouvement interne. D'accord. Parce que vous accueillez également des patients sous contrainte. Ah bah bien sûr. Ce qu'on appelait à l'époque les PO. Dans des unités qui étaient ouvertes. Alors c'est vrai que c'est peut-être là, à partir de là, que ça a commencé à compliquer. Parce qu'on courait beaucoup. Hein. Je peux vous dire qu'à l'époque, oui, quand les patients... Alors, on avait du monde, on était en nombre, alors on pouvait être très attentif. Mais des fois, malgré tout, voilà, alors on courait. Hein. On prenait les 2 chevaux, parce que c'était des chevaux. Et c'est ça surtout qui a mis un frein à cet enthousiasme qu'on avait du départ. Donc progressivement, on a fermé les unités à clé. Ouais. Toutes ou certaines? Non, Darros a été le dernier à fermer parce que lui, on s'est arc-bouté autant qu'on a pu, mais... Ouais. Donc c'était une décision de chaque médecin responsable du secteur? Ouais. D'accord. Et donc ça n'a pas été tout simplement... Influencé par les infirmiers aussi, hein, quand même. Ouais. Est-ce qu'il y avait une façon particulière de traiter les patients agités? Il n'y avait pas de chambre de contention? On n'avait pas de chambre de contention, on n'avait pas de matériel de contention. Eh ben, on se mettait à plusieurs, et puis voilà. Alors bien sûr, on usait des neuroleptiques, hein. Mais on n'avait pas de contention. Moi, je suis partie en 90 en détachement, il n'y avait pas de contention. Et oui, vous m'avez évoqué brièvement les relations avec la population. Donc dans un premier temps, la population était contente de voir arriver à l'hôpital parce qu'elle attendait beaucoup d'emplois. Voilà. Mais mitigée par le fait, oh là là, les fous, parce qu'ils avaient l'image de bassin, des fous de bassin. Ils disaient, voilà, ici c'était les fous de bassin. Et je pense qu'ils appréhendaient, surtout quand ils ont vu que, oui, c'était pas un asile fermé, c'était un hôpital ouvert. Alors, souvent, ils disaient, mais comment on ne mettait pas de blouse? Oui, on ne sait pas qui est malade, qui ne l'est pas. Qu'est-ce qu'on a pu entendre, ça aussi? Et ça les insécurisait. Hein. Et puis bon, petit à petit, voilà, ils se sont rendus compte que le personnel qui était arrivé économiquement, c'était intéressant pour les commerçants, même les patients. Donc ça par contre, ça s'est apaisé après les relations avec, plus je vous dis, les embauches, parce que par contre, infirmier, il n'y a pas eu d'embauche tout de suite d'ici, mais il y a eu des embauches pour les services techniques, les ASH, enfin, ça a tout, c'est des personnes qui ont été recrutées. Donc il y a eu des ASH dès le départ, oui. C'était pas des infirmiers qui... Non. D'accord. Moi, ça m'a changé parce que je venais d'un hôpital où c'était comme ça. C'était les infirmiers qui faisaient le ménage avec les patients, qui avaient un pécule, enfin, etc. Là, il n'y a pas eu... Alors ça aussi, on a dit pas de pécule, pas de cigarette. Ah, il n'y avait pas de cigarette? Pour les patients, non. On a fait une espèce de révolution quand on est arrivé. Mais oui, ça a fonctionné comme ça. Oui, parce que par exemple, il faut dire que dans l'immense majorité des hôpitaux psychiatriques, il y avait des cigarettes qui étaient distribuées les troupes, aux patients, des cigarettes détaxées. Mais ici, on a dit non. Alors, personne ne nous a contredit, ça ne s'est jamais fait. Il n'y avait pas d'aide-soignants non plus? Non. Donc des ASH, mais pas d'aide-soignants? Les aides-soignants, ils sont arrivés dans les années 2000, hein, guerre avant, parce que moi, quand je suis revenue de détachement, il y en avait une, et c'était récent. Hein. Et les psychologues, ils sont arrivés à quel moment? Alors les psychologues, oui, elles sont arrivées. Du moment où il y a eu les patients, il y avait. Annie Feller, elle est arrivée en 82, je crois. Mais avant, il y en avait une, hein, je crois.
peut-être à temps partiel ou Ouais, et qui était travaillait plus sur sur le le secteur en CMP, même temps. oui. Ouais. Ouais. qui travaillait plus parce sur que- l'extérieur que sur l'intérieur. Ouais. Et il y avait des infirmiers spécialisés pour le CMP ou est-ce que c'était les infirmiers Alors, en interne? comme il y avait les deux qui étaient là avant l'ouverture de l'hôpital sur Bonneville, ils y sont restés. D'accord. Mais tous les infirmiers faisaient du secteur. Alors ça, c'est pareil, c'était aussi une volonté que les patients soient suivis, alors dans l'intra, dehors, par les mêmes personnes. Enfin, je schématise un peu, mais qu'il n'y ait pas de scission. Donc, tous les infirmiers, bon, sauf ceux qui n'avaient pas le permis de conduire, parce qu'à l'époque, il y en avait, faisaient du secteur. Mais les deux infirmiers de Bonneville sont restés en place parce qu'il fallait faire une transition. Et quand Madame Coliquet est partie, elle a été remplacée, oui, c'était Madame Brand. Donc il y a toujours eu quand même deux infirmiers sur le secteur. Et comment est-ce que ça s'organisait? C'était sur des horaires fixes chaque jour qu'il y avait un infirmier ou deux qui se détachaient pour aller sur le secteur? Alors c'était au vu du nombre d'infirmiers, au vu du travail qu'il y avait à faire dans l'intra. Voilà, chacun s'organisait au vu du planning et programmait sa VAD. Alors les voitures de secteur étaient centralisées et c'était un infirmier qui avait été détaché, qui avait un âge avancé, on va dire, enfin bref, qui gérait les voitures de secteur. Donc il fallait toujours le prévoir. Donc dès le début, il y avait des véhicules de secteur? Ah oui, on a eu des deux chevaux. D'accord. Et il y en avait un grand nombre ou... Eh bien, alors, à Bonneville, ils avaient une R5. Marie-Claude que... Non, mais c'est la petite histoire, je ne vais pas le dire. Et on avait 2 chevaux par unité. Au début, une par secteur, et puis après 2, une par unité. Et il n'y avait pas un risque qu'on privilégie la prise en charge en intra, quand un infirmier, quand il y avait de l'absentéisme, est-ce que c'était pas l'activité sectorielle qui... Bien sûr, bien sûr. Alors ça aussi, ça faisait partie de nos vœux du départ, dont je vous ai parlé de ces 2 mois où le projet. Et puis après, la réalité a fait que, ben voilà, là aussi, il a fallu un peu revoir. Et à partir de là, on a plus divisé, quoi. Donc les infirmiers qui faisaient le secteur sur le CMP, et puis après il y a eu l'ouverture du CMP de La Roche aussi. Mais ça, c'est quand j'étais en détachement. Alors, cette séparation entre infirmier de l'extra et infirmier de l'intra, c'est intervenu dans les 4-5 premières années ou plus tard? Un an plus tard. Mais il y en avait toujours 2 quand même, qui étaient fixes. Donc c'est plutôt dans les années 80 alors, oui. Que la séparation complète s'est faite. Oui, 80, même avancé. Alors, fin des années 80. Vous m'avez expliqué que la psychothérapie institutionnelle s'était un peu essoufflée spontanément, si on peut dire, par difficulté interne à l'équipe. Un des symboles, c'est les blues. Elles sont apparues à quel moment, les blues? Eh ben, moi, je les ai retrouvés quand je suis rentrée, quand je suis revenue de détachement. Début des années 90. Non, 2000. Ah, 2000. Mais ça avait peut-être commencé, avant, je pense. Mais moi, j'y étais pas, parce que j'ai fait une parenthèse de 9 ans. Donc fin des années 90. Ouais. D'accord. Et puis tout est devenu, beaucoup plus cadré. Parce que par exemple, au départ, au début, on faisait des sismothérapies dans l'unité. C'est le docteur Darro qui faisait les sismothérapies. Bon, on faisait venir quand même un anesthésiste de Bonneville, parce qu'on les faisait sous anesthésie. Et il y avait un anesthésiste, il y avait le docteur Darro, un interne, et puis nous, les infirmiers, et on faisait les sismos dans la chambre du patient. Bon, bah ça, inutile de vous dire que ça n'existe plus. Oui, plein de choses comme ça. Et
puis, bah oui, les repas, comme je vous expliquais, où tout le monde, la psychologue, la secrétaire, le médecin, tout le monde se mettait au fourneau et puis on mangeait tous ensemble le repas qu'on avait fait ensemble. Ça, c'est pareil. Ça n'a pas tenu. Ça n'a pas tenu. Mais ces repas, ils se faisaient unité par unité? Oui. D'accord. Donc les sujets-unités qui avaient ouvert successivement. Voilà. Alors après, chaque service avait un peu son identité propre. Hein, parce que c'était donc le docteur Lequertier pour la Haute-Vallée, le docteur Emlé pour le service du Genevois et le docteur Darrow pour la Moyenne-Vallée. Ils n'avaient pas tout à fait la même vision de... Voilà. Mais moyennant quoi, ils se parlaient, parce qu'il y avait des réunions très régulièrement, et on pouvait échanger, même si on n'était pas d'accord, mais il y avait quand même une cohésion malgré tout, malgré les différences. Et chacun respectait l'autre. Donc le docteur Emlé était chef du service du Genevois, Oui. Le docteur Darrow, il était sur la Moyenne-Vallée, et le docteur Lequertier, le troisième qui est arrivé. Lequertier. Lequertier, oui. C'était la Haute-Vallée. Donc il y avait un médecin par secteur ou oui. Un seul. Un seul, médecin-chef. D'accord. Et il y avait des internes. Des internes, ouais. d'accord. Les deux premiers, ça a été le docteur Charel et le docteur Lemel, pour l'ouverture. D'accord. Dès l'ouverture, il y a eu... Deux internes, il y avait. Ouais. Ils étaient que deux. Les internes, ils s'occupaient plus de la somatique ou... Ouais, mais bon, oui, mais c'était pareil. Non, le docteur Darrow leur confiait des patients. Alors ils en discutaient, ils se référaient à eux, mais ils ne faisaient pas que le somatique. Ah oui, oui. Donc deux internes dès le départ. Les élèves infirmiers, il y en avait combien par promotion? Il y avait peut-être quoi, une quinzaine. Oui, la première année, parce qu'il fallait former pour avoir du personnel après. Donc oui, 12-15 à peu près par promo. Dès la première année, il y a eu ce nombre-là? Pas en 75, hein. On a ouvert en 76. Ah, ouais. Les premiers, ouais. En 76 avec une... Par contre, les deuxièmes années de bassin, je crois qu'ils sont... Je ne sais plus s'ils sont venus en 75 ou 76 à l'ouverture de l'école. Ben oui, parce qu'ils ne pouvaient pas suivre les cours. Sinon. Ouais. Oui, ils ont dû venir en 76, hein, j'imagine. Ouais. Donc il y avait entre 12 et 15... Et ils étaient recrutés exclusivement par le PSM ou il y en a qui, au moment de l'obtention du diplôme, partaient vers d'autres établissements? Ceux qu'on a formés, oui. Ben, normalement, ils devaient rester à l'EPSM. Ils avaient un engagement. C'était moral. Hein, il y en a peu hein, qui repartaient au début. Ah non, non, ils sont... Oui, parce qu'on favorisait les recrutements locaux aussi. Oui, oui. D'accord. Et est-ce qu'il y a eu... un turnover du personnel dès le départ ou... ça a vite commencé quand même. Je dirais dès les années 80, on a commencé à... parce que la Suisse attirait. Alors au début moins parce que le franc n'était pas très intéressant. Mais dès que Alors il y a eu le problème du financier et puis qu'en Suisse, c'est vrai qu'il y avait quand même, au niveau des formations et tout, c'était tentant. Donc, il y en a qui venaient ici, des mutations, hein, je ne parle pas des élèves infirmiers, il y en a qui mutaient ici pour avoir une adresse de frontalier pour partir après. Ça a été une catastrophe. Ouais. Dès le départ. Oui, parce que très vite, on s'est heurté à cette perte de personnel, quoi. Donc ce qui attirait, c'était surtout Genève, et avec le différentiel de salaire, quand le franc suisse s'est apprécié, et puis les conditions de travail et de formation. Les conditions de travail et de formation qui quand même étaient alléchantes, on va dire. Les cadres de santé, vous-même, vous nous avez dit que vous avez été... d'abord coordinatrice et puis officiellement... Alors après, bon, j'ai été nommée surveillante à mes 8 ans de diplôme, puisque c'était ça à l'époque.
Et puis, alors c'est en 81, on s'était réunis, les surveillants, et là, il y en a qui ont commencé à dire oui, il faut qu'on se démarque des équipes, c'est trop flou, on ne nous repère pas, enfin bref. Et donc, on avait demandé une formation. On a eu une formation, et effectivement, à partir de là, on a demandé à être détaché des équipes. Alors, il y en avait un qui faisait 8-16, et le deuxième, si on était qu'un, on était 2 par unité. Quand il y en avait un en congé ou qui n'était pas là, celui qui restait faisait 8-16. Et quand on était 2, c'était 8-16 et 12-20 pour couvrir jusqu'à plus la plage horaire. Et voilà, et puis petit à petit, on n'a plus été qu'un, donc on a fait 8-16, et puis après, c'est ce que vous avez connu. Donc c'est à peu près, au départ, il y avait 2 faisant fonction, ou 2 cadres par unité. Par unité. Et puis on est passé à un seul, à quelle époque? Moi, quand je suis revenue, je suis partie en 90, on était encore 2, donc entre 90 et 2000. Parce qu'en 2000, quand j'ai repris, moi j'étais toute seule. Parce qu'ils ont supprimé des postes de surveillance. Il y a eu des on est transformé en... Il y en a qui ont été transformés, il y en a qui sont partis, on n'a jamais trop su où, enfin voilà. Et puis il y en a qui disaient que c'était bien d'être tout seul aussi. Alors là, on a eu des désaccords entre nous, parce que plus ça allait, oui, comme ça, progressivement, on s'est éloigné de la psychothérapie institutionnelle. Enfin, moi j'étais convaincue de la psychothérapie institutionnelle, et puis je me suis ralliée, mais je dis, on a scié la branche sur laquelle on était assis finalement, parce que... Alors après, il ne fallait plus faire de soins du tout, quoi, il ne fallait plus que les cadres ils fassent de soins, alors que quand même notre fonction première, c'est bien aussi de faire du soin, et en tout cas d'être référent du soin, et de guider les infirmiers, voire les élèves. Alors après, on a fait le tutorat pour remplacer. Enfin, bon. D'accord, ça, il n'y a pas eu d'unanimité, comme vous le disiez. Il y a eu des... Non, ça a été tranché quand même. Hein, puisque c'était une évolution nationale. Voilà, ça a été aussi une évolution nationale. Puis après, il y a eu l'apparition des aides-soignants, enfin les équipes se sont diversifiées, si voilà, on veut dire. Oui. Peut-être plus besoin d'un... On s'est plus rapproché, oui, puis on s'est plus rapproché de l'hôpital général, hein, quand même. Alors qu'avant, la psychiatrie, c'était vraiment à part. Est-ce qu'il y avait des rapports avec les services de psychiatrie de Thonon et d'Annemasse? Est-ce que vous rencontriez? Un petit peu au début, mais pareil, après, on n'avait plus le temps. Alors, il y a eu quelques rencontres, effectivement, pour un peu comparer nos pratiques, nos difficultés, mais ça n'a pas duré longtemps. Après, chacun était un peu chez soi. À votre connaissance, qui est-ce qui a fait construire le PSM? Combien de temps ont duré les travaux? Et qui avait choisi l'architecte ou les entreprises? Si vous le savez. Non, les travaux, ça a duré à peu près 2 ans. Parce qu'il y a eu moult tractations avant. Il y a eu plusieurs projets, grand hôpital pour toute la Haute-Savoie, après non. Mais alors, je ne veux pas vous dire parce que j'ai peur de me tromper. Et à votre connaissance, c'est le département, mais j'en suis pas sûre. Vous pensez que c'est le département? Mais j'en suis pas sûre. D'accord. Est-ce qu'il y a eu Est-ce que les personnels soignants ont été associés à la phase finale des travaux, je ne sais pas, dans le choix des peintures, dans la disposition des pièces, ou pas du tout? Ben non, parce que c'était tout fait, hein, quand on est arrivé, quasi. Bon, il y a eu oui, peut-être. Après, quand on a refait des unités, là oui, mais pour l'ouverture, non. Non, parce qu'on est arrivé, on venait des 4 coins de la France, et tout était déjà prêt. Peut-être le docteur Darro, alors lui, je pense, peut-être avec Marie-Claude Colliquet, enfin les infirmiers qui étaient au CMP avec lui,
pour le choix oui, pour les finitions, j'ai envie de dire, parce que le reste, non, pas du tout, la disposition des locaux. Elle n'a pas été discutée a priori. Non. Oui, c'était une époque où on appliquait des plans nationaux, Voilà. on faisait les mêmes plans. C'était les mêmes plans un France. peu partout. Est-ce que les bâtiments étaient satisfaisants à l'ouverture ou est-ce qu'il y a des choses qui n'allaient pas bien? Bah, très vite, il s'est avéré que c'était mal isolé, que le toit plat, c'était pas l'idéal vu la région. Donc voilà, alors c'était propre, c'était neuf, ok. Mais non, sur le plan, il a fallu tout doubler les façades très vite. Il y avait des pertes de chaleur. L'été, on mourait de chaud, l'hiver, on avait froid. Non, il y a eu des malfaçons, des malfaçons, des choses mal des conçues. malfaçons. Est-ce qu'il y avait une ergothérapie? Est-ce qu'il y avait des locaux en dehors des unités de soins Oui, alors qui ont été très vite créés. Donc il y avait l'ergothérapie, Et puis il y avait une des pharmacie. infirmiers aussi qui étaient un peu détachés pour l'ergothérapie. Est-ce qu'il y avait de la kiné? Non, ça a toujours été des kinés qui venaient des libéraux qui venaient en vacation. Est-ce qu'il y avait un moniteur de sport ou un responsable? Alors, pareil, après, mais au début, tous ceux qui voulaient faire du sport faisaient du sport. Ceux qui voulaient faire de la peinture, voilà. Donc ça s'est tout organisé comme ça. Puis après, il y a des gens qui sont plus spécialisés, qui ont fait des formations, Et il y avait effectivement, oui, il y avait un atelier sport dans le cadre du service, avec des référents. C'était des infirmiers référents. Dans chacune des unités? Oui. Donc il y avait un référent sport dans chaque Ouais. unité. Il y a d'autres hôpitaux, je pense au Vinatier par exemple, où il y avait des moniteurs de sport spécialisés qui ne faisaient que ça. Oui, mais là, non, on n'avait pas on n'avait pas de moniteurs de. Non, c'était des infirmiers qui étaient bons en sport, qui étaient intéressés par le sport. Et oui, il y a eu des expériences, même on les emmenait faire du ski. Enfin, oui, il y a eu. Donc il y avait des sorties. Il y avait des sorties de ski, de randonnée. Puis il y a eu à l'époque, avec le docteur Bastide, mais ça c'est pareil, c'est quand j'y étais pas, il y a eu des. La voile. Oui. Vous avez peut-être eu connaissance. Oui, donc il y avait une équipe ils sur un voilier qui a participé voilà. à une course ou une régate. D'accord. Donc il y avait des activités sportives animées par des infirmiers. Donc c'était pas l'activité exclusive. Non. En dehors des activités de soins, il y avait une cuisine dès le départ ou... C'était Régnier qui nous fournissait, qui nous amenait. Non, au départ c'était Régnier, il n'y avait pas de cuisine. Alors ça aussi, un hôpital, pas de cuisine dans les malfaçons. La cuisine, elle a été faite après. Il n'y a jamais eu de blanchisserie sur place? Il y avait une lingerie, mais pas de blanchisserie. Il y avait la lingerie. Donc la blanchisserie, c'était avec Régnier toujours? Toujours, ouais. Il y a toujours une équipe technique dès le départ? Ah oui, ça oui. Une équipe d'entretien. D'accord. Est-ce qu'il y a eu des jardins thérapeutiques par exemple? Est-ce qu'on cultivait... Alors oui, un petit peu, là au bout des Aravis, il y a eu des tentatives, ça n'a jamais été trop... Bon, il y a eu... Non, bon, il y a eu des tentatives, mais sans plus. Ouais. Est-ce qu'il y avait une aumônerie? Alors, c'était le prêtre de la Roche qui avait été contacté, qui venait une fois par semaine rencontrer les patients, faire une petite cérémonie quand il y avait des fêtes religieuses. Voilà. Et puis à la demande, quand il y avait des patients qui voulaient rencontrer un aumônier. Et donc il ne faisait pas forcément un office chaque semaine? Non. Il venait rencontrer les patients qui souhaitaient? Oui, mais très vite quand même, ça s'est institué, je crois que c'était le jeudi, et ça se faisait au restaurant du personnel. Mais c'était plus sous forme de rencontre, c'était pas un office, voilà. Un office classique, mais ouais. plutôt une discussion. Ouais.
il s'appelait comment, ce prêtre? C'était l'abbé Berthier, je crois, qui était le prêtre de la Roche. D'accord. Et après, il y a eu des aumôniers laïcs. Oui. Dans les dernières années. Voilà, oui, oui. Ben oui, moi quand je suis venue, que c'est celle qui est toujours là d'ailleurs, Madame Charles. Est-ce qu'il y avait un fonctionnement particulier avec un hôpital MCO, avec Bonneville ou avec Almas, je ne sais pas Bah oui, chaque fois qu'on avait un souci, on les sollicitait, donc finalement on se connaissait quoi. Avec l'hôpital de Bonneville? Oui. Ou Almas? Ça dépendait des demandes. Donc suivant la gravité des cas, en fait. Oui, oui, oui. Et est-ce qu'il y avait la présence de personnel de psychiatrie dans les murs des établissements généralistes ou pas? Au début, non. Au début, non. La psy de liaison, c'est venu bien après. Hein. Mais... C'est venu quand? 90 aussi. Hein. Par contre, avec les maisons de retraite, ça a commencé plus tôt. Les infirmiers allaient... il y a eu des liens avec les maisons de retraite, d'autant parce qu'on plaçait des fois des patients chroniques vieillissants. Donc, on a assez vite assuré un suivi dans les maisons de retraite. Oui, vous m'avez expliqué tout à l'heure que la première, c'était Andron-le-Temps. Ah oui, on y est allé dans les... Moi, j'en faisais partie de ceux qui étaient en Andron-le-Temps. Oui. Et en pédopsychiatrie, alors, ça a été une décision locale de ne pas avoir de lit d'hospitalisation ou dès le départ, l'État l'avait arrêté comme ça? Qu'il n'y ait pas de lit d'hospitalisation en pédopsychiatrie? Je crois que... Non, je pense que ça avait été décidé même avant. C'était un hôpital adulte et pas de lit de pédopsie. Alors, volonté de qui D'accord. Et par contre, il y avait une activité sectorielle il y avait il y avait... à Bonneville, il y avait aussi un CNP enfant. Dès le départ? Oui. C'était dans les mêmes locaux d'ailleurs. Est-ce que vous pouvez nous poursuivre la liste des directeurs? Donc on en était resté... Alors, il y a eu Monsieur Roland. Alors, il y a eu Monsieur Tagliabue, mais est-ce qu'il y en a eu un entre? Parce qu'à chaque fois, c'était Monsieur Fournier qui faisait les intérims. Fournier, il a fait plusieurs intérims. Mais, Monsieur Tailleb. Voilà. Mais avant Monsieur Tailleb, c'était Madame Dussault. Madame Dussault. Monsieur Fournier... Il était directeur de la maison de retraite de Régnier. Voilà, et il faisait les intérims quand... voilà. Enfin, au début, c'était pas lui, hein, c'était... Ah non, c'était, je vous dis, Monsieur Dutruel. Le premier responsable de l'unité de soins, c'était Monsieur Dutruel. Et Monsieur Fournier, il a été très longtemps directeur à la maison de retraite de Régnier, non? Oui, mais je sais pas où... Là, par contre... ouais. Et donc, il faisait l'intérim à chaque fois. Est-ce que vous savez dans quelles conditions la route qui s'appelle rue de la Patience a été... Oui, pour l'hôpital. Hein. Ouais. Donc c'était un chemin précédemment? Je pense. Moi j'ai toujours connu la route du jour où... Mais, elle était neuve quand vous avez commencé? Ouais. Et elle continuait jusqu'à Amancy ou elle s'arrêtait à l'EPSN? Je crois qu'elle s'arrêtait... Enfin, après c'était vraiment un chemin de terre. Donc elle s'arrêtait au début à l'EPSN. Enfin, on pouvait continuer, c'était un chemin. Elle a été livrée ensuite sur toute la longueur. La famille Chameau, qui était propriétaire des terrains, elle a eu des... Ah il y a eu des embauches, oui, il y avait des promesses d'embauche qui ont été tenues. Il y avait Monsieur Péda qui était menuisier,
qui a fait d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez travaillé dans ces meubles d'ailleurs, mais Pas, peut-être pas bien. moi, mais... Ouais, il y avait une grande table, enfin il avait fait des meubles pour le directeur. Très beau meuble d'ailleurs. Il y avait sa femme qui était au standard, sa sœur ou sa belle-sœur qui était au ménage. Oui, oui, il y en a eu plusieurs. Qui sont restés plusieurs années. Ah oui, oui. Donc ils Jusqu'à la étaient... retraite, tous. Il y en avait 3, oui, à ma connaissance. Donc ils étaient membres de la famille qui a vendu le terrain. Voilà. À l'ouverture, en membre du personnel technique, il y avait un homme d'entretien ou c'était plus large que ça? Il y avait un homme d'entretien, il y avait un plombier, M. Pédard, il y avait un électricien. Non, il y avait une équipe. Si, il y avait tous les corps de métier, menuisier, dont j'ai dit. Il y avait un chef d'atelier? Oui, M. Dupont-Loup, c'était lui le chef. Dans les années 70-80, les personnels de psychiatrie étaient un milieu fortement syndicalisé. Est-ce que c'était le cas à l'EPSM à son ouverture? Ça a été le cas très vite, oui. Il y a eu des personnalités fortement intéressées par le syndicat. Il y a eu notamment Madame Geneviève Beau, qui avait monté la CFDT. Et il y a eu après la CGT qui a été, je ne sais plus qui, mais il y avait ces 2 syndicats. Donc il y avait CFDT, CFDT, CGT, ouais, très vite. Et qui représentaient chacune 50% des voix ou il y en avait... La CFDT au départ était majoritaire, mais après ça s'est inversé. D'accord. Ouais. Et donc oui, il y a eu beaucoup de revendications par rapport au personnel, enfin le manque de personnel, les salaires, enfin c'était toujours un peu la reconnaissance de notre travail. Après il y a eu, on se sentait toujours dévalorisés, nous infirmiers en psychiatrie, par rapport au diplôme d'État. Alors ça ressortait souvent dans les revendications. D'accord. Et Émile Gander, il est arrivé à quel moment? Alors Émile Gander, il est arrivé en 82. Alors très vite, d'abord il était à la CFDT, puis après il a basculé sur la CGT. Alors lui c'était un ardent syndicaliste. Oui, c'est quelqu'un qui a marqué l'histoire de l'établissement. Énormément. Qui avait une telle personnalité, qui était très appréciée des patients aussi, du personnel. Enfin oui, c'était... Bon, tout le monde n'était pas d'accord avec lui quand même, faut pas non plus, je ne vais pas l'idéaliser plus que... mais c'était quelqu'un qui était, oui, tellement convaincu, tellement intéressé par ce qu'il faisait. Ouais. Enfin, moi j'ai encore beaucoup de mal à en parler parce que c'est quelqu'un qui nous a manqué, quoi. Donc il est arrivé en 82. Ouais, de Paris. Avec sa cigarette et sa tasse de café sans arrêt à la main. Et Madame Beau, elle est partie à la retraite, mais avant de partir en retraite, elle est partie en Suisse. D'accord. Les relations médecin-direction, ça se passait bien ou ça chauffait Ça dépendait. Non, au début, non, c'était assez consensuel. Bon, ça s'est un peu gâté après. Alors, bon, ça dépendait aussi de la personnalité et des médecins et du directeur en place. Alors, quelquefois, c'était un peu plus houleux. Mais bon, dans l'ensemble, quand même, comme c'est un petit établissement, qu'on se connaissait tous, il y a eu ça aussi, l'avantage qui après pouvait devenir un inconvénient. Mais le fait qu'on était tous dans le même bâtiment, qu'on se croisait sans arrêt, qu'on pouvait se parler facilement, parce qu'il y avait
c'est pareil, nous les soignants, avec les services techniques, avec la cuisine, par exemple, nous les surveillants, on faisait notre bon de repas le matin, on allait le porter à la cuisine, on avait un contact direct tous les jours avec. Ce qui fait que ça atténuait beaucoup de malentendus qui auraient pu s'installer. Et avec l'administration, pareil, on portait la feuille de présence. Enfin, il y avait vraiment des contacts. Des circuits rapides, quoi. Des circuits rapides et qui faisaient que ça atténuait, je vous dis, des dysfonctionnements qui auraient pu s'installer et ne pas être parlés, alors que là, c'était pas le cas. Est-ce que la fin des méthodes qui relèvent de la psychothérapie institutionnelle, ça a été initié par la direction ou pas du tout? Non, bon après, il y a eu aussi, il fallait quand même pas que les patients en hospitalisation, enfin en PO à l'époque, placement d'office, le préfet quand même demandait des comptes à ce qu'on ne fasse pas trop parler de nous. Donc c'est vrai qu'il y a eu un peu quand même une certaine pression. Donc une certaine pression du préfet sur les patients en PO, oui. Sur les fugues. Oui, voilà, il fallait quand même faire attention, garder nos patients. Alors effectivement, après, bon, quand on se sent comme ça un peu sous pression, ben, on freine et puis on verrouille, quoi. Et c'est un peu ce qui s'est passé. Hein. Donc on a parlé de la fermeture des unités. Le grillage autour de l'établissement, il date de quelle époque? Vous avez la mémoire? Non. Mais c'était, oui, dans la même veine où on a fermé, il fallait fermer. De plus en plus, on a fermé les portes d'unité. Après, il a fallu, mettre le grillage. Je n'ai pas d'option, je ne me rappelle pas. Mais ça, j'y. Bon, eh bien écoutez, je vous remercie de tout ce que vous m'avez rapporté qui était fort intéressant et puis qu'on va compléter avec, je l'espère, avec d'autres entretiens. Oui, parce qu'il y a des choses quand même peut-être sur les dates où je ne suis plus très sûre ou même des... Voilà. D'accord, eh bien écoutez, je vous remercie beaucoup. Je vous en prie.